Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Respect. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est une dissolution. C'est un jeu extrêmement dangereux avec la démocratie. C'est juste une dissolution. C'est une trahison aussi parce qu'on le sait bien, on le voit bien. L'extrême droite a gagné des parts dans l'opinion publique. Il y a juste plus d'opposition. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Juste une dissolution. Vive la France fière! Vive la France! Eh oui, hier, on vote, et puis hier, on dissout. Voilà. Vous vous rappelez cette phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht, très très connu. Il disait que dans un pays, c'était il y a 50, 60 ans, même un peu plus. Et il disait que le peuple maugréait un peu contre le gouvernement, il n'était pas content du gouvernement. Et là, le gouvernement excédé décida de changer de peuple et de le dissoudre. Sauf que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de dissoudre le peuple, hein, ça prend quand même quelques difficultés. Donc, on dissout l'Assemblée nationale, on organise de nouvelles élections. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Coup de tonnerre, coup d'épée dans l'eau, la montagne accouchera-t-elle d'une souris? On va en parler tout de suite avec Jérôme Sainte-Marie, qui est sondeur et politologue, qu'on reçoit toujours avec plaisir, président de l'Institut Pollingvox, c'est bien ça. Okay. Et puis, nous allons ensuite parler, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Vous allez entendre des sonores magnifiques d'un peu partout. Ensuite, nous allons parler, effectivement, du LGBT, parce que pendant le vote, LGBT, ça continue. Les flics aussi qui se font tabasser, et puis la place de la femme dans l'avenir, vous verrez, une petite séquence TikTok tout à fait étonnante. La place d'une femme est au foyer, disait Landru. Eux, ils disent pas la même chose, mais presque. Et enfin, on va recevoir François-Xavier Carillon, en seconde partie, qui est consultant en stratégie et auteur de Les États prédateurs. Comment les fonds souverains et les entreprises publiques sont en train de tout rafler. Donc, programme riche, restez avec nous et évidemment, continuez à voter pour nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, la France dans tous ses états, l'Europe dans tous ses états, hein, depuis hier quand même. Ne parlons pas de tremblement de terre, ne parlons pas de séisme, ne parlons pas de tsunami, n'exagérons rien, mais quand même, je vais vous montrer deux cartes. Ça, ce sont pour les gens qui sont sur YouTube, et pour la radio, on expliquera. Élection européenne 2024 en France, sur les communes. Le Rassemblement national est en tête dans 94% des communes de France et de Navarre. Et sur les métropoles, c'est Glucksmann, sauf Marseille et Nice, c'est le Rassemblement national. C'est quand même assez parlant. Et en fait, regardez, je montre ça pour l'image. Et encore mieux, en bleu, ce sont les départements. Quelle liste est arrivée en tête dans votre département? Alors regardez bien, bleu, monochrome, pratiquement une toile de Tinguely, je ne sais pas, ou une toile Yves Klein, sauf Paris, sauf la région parisienne. La région parisienne, alors d'un côté, il y a la France insoumise, et d'un autre côté, il y a Valérie Hayé, et un tout petit peu de Bardella à Paris, intramuros. Alors là, c'est Glucksmann, c'est Hayé, et ensuite, c'est LFI, la France insoumise. Intéressant. À part ça, effectivement, nous ne sommes pas clivés, nous ne sommes pas divisés, nous n'avons pas de problème, il n'y a pas de face à face, il n'y a pas de... Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, Jérôme Sainte-Marie, moi je voudrais qu'avant qu'on fasse, alors c'est très intéressant parce que depuis hier j'entends que il va se passer ça, il a dissous pour ça, il va y avoir, mais les RN ne pourront pas tenir. On fait de la cuisine électorale, de la petite soupe électorale. Mais est-ce qu'on peut pas prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé est quand même très intéressant. Oui, je crois qu'on est en fait au bout d'une crise politique
qui se déroule en France depuis juin 2022, depuis le second tour des législatives, depuis l'arrivée de près d'une centaine de députés du Rassemblement national, depuis l'absence de majorité pour le parti gouvernemental à l'Assemblée nationale. Les institutions sont déréglées en fait, et Emmanuel Macron continue à faire des réformes. Récemment, la réforme de l'allocation chômage, la réforme des retraites qui a mis des millions de gens dans la rue, et il gouverne comme s'il était encore majoritaire et tout cela. Et ça, les Français l'ont très mal supporté et l'ont sanctionné. Je voudrais d'ailleurs souligner que ce n'est pas le Rassemblement national qui a nationalisé ce scrutin. Au départ, c'était plutôt une stratégie de faire des élections européennes un référendum sur l'immigration et sur des sujets qui étaient à la fois français et européens. S'il vous plaît. Mais on a eu la surprise, et pour le Rassemblement national, leur surprise, de voir le Premier ministre et le Président de la République tenir à tout prix à s'inviter dans la campagne, sans se rendre compte d'un effet d'aveuglement assez incroyable, que les Français les rejetaient profondément, et ils ont motivé, comme le disait Marine Le Pen juste avant l'élection d'ailleurs, ces interventions ont motivé les Français pour voter contre eux. Oui, mais alors, Jérôme Sainte-Marie, est-ce que ça ne date pas de plus loin? Moi, je suis très frappé, on se balade beaucoup, en tout cas les week-ends, je me balade beaucoup en France, quand je ne suis plus sur Sud Radio, et je suis très frappé par trois choses quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette accumulation, parce que il y a eu quand même si ce n'était pas le but du Rassemblement national, il y a eu un référendum anti-Macron, en tout cas ça a été ressenti comme ça par la population. Est-ce que le fait qu'il y ait eu, encore une fois, cette espèce de culture de la peur, du management à la peur, rappelez-vous, Covid, réchauffement climatique, guerre Russie-Ukraine, etc., cette espèce de montée des clivages de partout, et qui a fait que, au fond, beaucoup de gens qui peut-être n'auraient pas voté Rassemblement national, ils ont dit non, il faut absolument voter contre Macron, et pour eux, le vote utile, c'est à tort, à raison, c'est le Rassemblement national. Oui, il y a également le fait que les Français sont totalement affolés par l'état du pays. En réalité, nous sommes en crise, nous sommes mis en échec. Et je dis nous pour pas uniquement accabler le gouvernement actuel sur tous les sujets. Regardez l'envol de la dette publique. C'est affolant. Pour essayer les retraités se mettre à voter Rassemblement national, c'est que jusqu'à présent ils se disaient ils ont peut-être sur l'immigration des choses à nous dire, mais en économie c'est pas terrible. Ils étaient macronistes d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils voient bien qu'Emmanuel Macron, on se demande comment on pourrait faire pire quand on voit l'envolée, encore une fois, de la dette, l'état des finances publiques. Vous avez en matière d'éducation, les gens se rendent bien compte que les diplômes n'ont plus la même valeur, que tout ça s'effondre. L'immigration, je n'en parle pas. La production, la défense de l'industrie française, c'est terrible. Au niveau international, on a été rejeté de nos positions africaines, etc. Enfin, quel que soit, si vous voulez, c'est tout azimut, quel que soit l'angle que vous regardez, eh bien, vous vous rendez compte que le pays est mis en échec. Et en même temps, on a un Emmanuel Macron qui est incorrigible, qui d'ailleurs nomme Monsieur Attal. Rappelez-vous, on oublie vite en politique. Il y a quelques mois, on nous disait que Monsieur Attal était l'arme fatale anti-Bardella. On a vu ce qu'il en a été, et avec M. Attal, on avait la quintessence de ce que j'appelle moi le bloc élitaire, et dont les Français ne peuvent plus, parce que les Français, on n'est pas contre les élites en France, mais on veut que les élites soient efficaces. Quand elles échouent, ça rend nerveux. Il faut des élites, mais des élites qui soient compétentes. D'ailleurs, je rappelle votre livre Bloc contre bloc, et que nous avions effectivement analysé ici même. Et je voudrais rappeler quand même, il y a des choses formidables. Vous rappelez qu'il s'est entretenu avec les journalistes, la journaliste de France 2 et les journalistes de TF1 juste avant les élections. Et on a entendu ceci. À propos de... Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement national. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. Alors c'est formidable, ça, écoutez bien, parce que ça dure très peu. Vous n'allez pas faire baisser le Rassemblement national. On n'aura pas, il voulait dire, on n'aura pas le Front national. Il dit, mais c'est ce que je suis en train de faire. On a vu le succès très intéressant. Et alors après, donc, il y a les résultats, et il annonce la dissolution. Voici comment. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet
pour le second. Alors là, c'est très intéressant parce que, effectivement, je me rappelle d'un Mitterrand disant « il faut donner du temps au temps ». Et là, attention, le 30 juin, hein, nous sommes aujourd'hui le 10 juin, et voilà, vous avez 20 jours pour vous décider, et ne parlons pas des problèmes constitutionnels ou de loi, mais je voudrais juste, Jérôme Sainte-Marie, vous faire entendre certaines réactions qui ont eu lieu juste après l'annonce de la dissolution. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. À obtempérer aux exigences de Jordan Bardella. C'est en fait le Rassemblement national qui fixe désormais le tempo de la vie politique française. Rien ne l'y obligeait. C'est un jeu extrêmement dangereux avec la démocratie et les institutions. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Le président de la République l'a dit. Pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble. Vive la droite qui ne baisse pas les yeux, vive Reconquête, vive la France fière, vive la France! C'est une trahison aussi parce qu'on le sait bien, on le voit bien, l'extrême droite a gagné des parts dans l'opinion publique. Et voilà, vous avez entendu, vous avez retenu Manon Aubry, évidemment, d'abord Marine Le Pen, puis Marion Maréchal, puis tous les autres qui discutaient. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a eu deux choses qu'il faut remarquer. C'était le silence d'Éric Zemmour qui n'a jamais applaudi pendant tout le discours de Marion Maréchal. On sent que là, il y a quand même de l'eau dans le gaz, si on peut se permettre. Et puis, quand même, ce qui est intéressant, c'est que il dit « je dissous » et ça nous rappelle, Jérôme Sainte-Marie, d'autres dissolutions, notamment celle de De Gaulle le 30 mai 68. « Je dissous l'Assemblée » et on connaît la suite, la dissolution de Chirac, etc., ordonnée par Chirac. Il avait déjà la majorité, lui, et puis il est revenu à... Alors, il est revenu avec Lionel Jospin et la cohabitation. Au fond, est-ce que on peut dire que c'est une conduite de Macron? Alors on dit oui, il est erratique, il fait n'importe quoi pour ceux qui ne l'aiment pas. Pour les autres, non, c'est un plan mûrement réfléchi. Il va mettre le Rassemblement national en difficulté, etc. Mais auparavant, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. La France aujourd'hui, telle que vous la voyez à travers les résultats de ces élections européennes qui, soyons clairs, ont été pour les Français des élections françaises. En tout cas, c'est évident. Ils ne pensaient pas à l'Europe, ils pensaient à leur pays. Absolument. Ça a été la même chose en Belgique, en Autriche, etc. C'est toujours comme ça, plus ou moins d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. Alors pour la France, ça traduit quoi, à votre avis ? Alors surtout, je voudrais d'abord répondre sur Emmanuel Macron. Oui. On a souvent tendance à psychologiser les comportements politiques, et puis comme une majorité des Français n'aiment pas trop Emmanuel Macron, à dire voilà, il est puéril, il est narcissique, il est ceci, il est cela. Je crois que c'est pas tout à fait vrai, et c'est même pas vrai du tout, et il faut voir la rationalité de son comportement. Depuis le départ, depuis qu'il a été déclaré sa candidature en 2016, il a toujours fait de l'opposition au Front National puis au Rassemblement National le sésame en quelque sorte de sa réussite. Le socle. Oui, le socle, le ressort profond. Il se sait avec son programme assez minoritaire dans le pays, mais au second tour, il a été élu triomphalement en 2017 et très largement, 58%, en 2022. Et à chaque fois, en quelque sorte, par un vote qui est un vote de peur en fait, plus ou moins manipulé, plus ou moins fantasmé, on convainc les gens. Et là, toutes sortes de pouvoirs non politiques, je pense notamment à des pouvoirs médiatiques, à des pouvoirs, etc., qui sont là pour syndicaux, qui sont là pour effrayer la population, et ils servent de rabatteurs, en quelque sorte, de serre-fil pour le macronisme. Et ça a une certaine efficacité. Est-ce que le piège dans lequel vient de tomber Emmanuel Macron, c'est que c'est de moins en moins efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est impliqué dans la campagne, c'est pour transformer ça en tête-à-tête entre le Rassemblement national et lui-même, persuadé que ça suffisait à provoquer un sursaut de l'opinion contre le Rassemblement national, et donc il pensait que ça allait drainer des voix vers la liste Hayet. C'est pour ça qu'il fait cela. Il y a un calcul là-dessus. Ce dont il n'a pas, lui et son entourage, suffisamment pris conscience, c'est qu'au fil des ans, ce ressort s'est totalement distendu au point d'être absolument
inefficace. Cette campagne incessante de l'exécutif pour effrayer les gens contre la liste Bardella et les pousser à voter pour Hayet n'a pas eu peu de succès. Elle n'a eu aucun succès. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la ficelle est vraiment trop apparente, le ressort est distendu, et ce qui n'a pas marché lors des européennes ne marchera très probablement pas lors des législatives. C'est bien ça le problème, et c'est là où, à mon avis, il essaye de rattraper une erreur par une erreur encore plus grande, c'est qu'avec cette dissolution, il mise tout sur la grande peur de l'opinion face à l'accession au pouvoir, cette fois-ci bien concrètement, du Rassemblement national. Je suis persuadé que ça ne marchera pas. Mais le Rassemblement national va être présent dans la plupart des... Ce qui n'était pas le cas. Ils étaient présents que dans 200 circonscriptions au second tour, hein, 202 je crois. Là, vous voulez dire il y a 5 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça, le temps passe vite en politique. Ouais, et donc, et là, aujourd'hui, ils vont être présents très probablement, c'est les chiffres que vous avez donnés, les cartes que vous avez montrées. Et donc, ils vont être présents dans la plupart des circonscriptions face à des oppositions qui sont irréductibles entre elles. Ça va être très difficile de faire voter les macronistes pour un candidat issu de la NUPES ou inversement des insoumis pour un candidat issu de la Macronie et ainsi de suite. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je pense que le calcul est, parce que c'est une vieille matrice, c'est un vieux logiciel, ce calcul s'est révélé totalement erroné et le sera encore dans 3 semaines. Alors justement, parlons de ce logiciel, surtout de la grande peur de l'extrême droite. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous ces gens-là, n'ont pas vu que, bon, on peut discuter ce qu'est vraiment l'extrême droite ou pas, mais enfin, ils ne parlent que de l'extrême droite, alors que les Français sont très préoccupés, on n'en a pas parlé jusqu'ici, on en parle, mais il n'y avait pas que le Covid, la guerre Russie-Ukraine, le réchauffement climatique, il y a l'insécurité, il y a effectivement l'insécurité d'ailleurs sociale, l'insécurité économique, l'insécurité aussi par rapport à la violence, etc., la violence quotidienne, on en parle tous les jours ici au QTF et compagnie. Comment il se fait que cette partie-là d'opinion, enfin que les appareils ont absolument négligé ça, ou en disant oui, on va arranger ça, c'est inadmissible, etc. À part quelques-uns, ils sont restés sourds et muets là-dessus. Oh, ça a été pire que ça. On a quand même annoncé la répartition autoritaire des migrants à travers les campagnes françaises et ce genre de choses. Donc, parce que jusqu'à présent, les Français ont finalement... pour différentes raisons, mais on laissait faire en quelque sorte. Et je crois que comme on a affaire à des gens qui vivent dans un milieu social très cantonné, moi-même je suis issu de Sciences Po Paris, je vois à peu près de quoi on parle, c'est des gens qui sont habitués à avoir un certain complexe de supériorité par rapport à l'opinion, à penser que finalement tous les problèmes viennent, comme ils disent, ce qui est assez odieux en démocratie, d'un manque de pédagogie, et qu'on peut convaincre par la communication ou par la répression d'ailleurs parfois les Français d'à peu près tout. C'est visiblement quelque chose qu'ils ont sous-estimé, je crois. Ce peuple ne comprend rien à rien. Voilà, ils ont sous-estimé le peuple français. Vous savez, c'est la grande matrice des partisans du oui aux différents référendums. À chaque fois, bon, il y a d'excellentes raisons de voter oui, hein, mais il y avait aussi d'excellentes raisons de voter non. Mais c'est vrai que c'est des gens qui, par une espèce de surplomb social et éducatif, considèrent que les Français sont des gens à éclairer et sinon à contraindre. Alors on va en parler après une petite pause tout de suite et on va continuer à en parler avec vous. Et puis avec vous, avec Jérôme Sainte-Marie qui est avec nous et avec vous 0826 300 300 pour réagir ou pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Manu Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas pour qui sonne le glas, mais hier, en tout cas, les réactions, vous en donnez quelques-unes, étaient tout à fait remarquables. Et évidemment, on ne pouvait pas manquer celle de Sandrine Rousseau. Je vais le dire tranquillement, mais moi, je ne veux pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous n'accédiez pas au pouvoir. Ne vous répondez pas à ma question. Non, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous n'accédiez jamais au pouvoir. Voilà. Et donc, je ferai l'alliance de la gauche. Oui, je ferai l'alliance de la gauche avec nos différences. Et ça n'est pas simple. Et nous avons raté cette marche. Nous avons raté cette marche aux européennes. Et je ferai tout pour que les candidatures de gauche ressemblent absolument à tout ce que nous portons, gauche et écologie. Et contrairement à
à ce que dit Monsieur Geoffrin, moi je pense qu'il nous faut une radicalité dans un espoir de projet de société qui change véritablement la vie des gens. Voilà, radicalité, elle était face à notamment Sébastien Chenu du Rassemblement National, et radicalité, etc. Bon, au fond, les clivages qui existent depuis des années, là, ils sont apparus dans leur pureté chimique. Jérôme Sainte-Marie, je trouve que il y a quelque chose de très intéressant. D'abord, géographiquement, on l'a montré, hein, les départements, les communes, Paris, etc. Il y a vraiment tout ça. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est apparu encore une fois, dans sa splendeur. Mais en même temps, alors, vous croyez, on va retrouver non pas peut-être le Front républicain, mais Alliance de la gauche contre le Rassemblement national, et du côté de la droite, est-ce qu'on va rejouer une tragicomédie que nous avons vu déjà s'exercer, peut-être dans des circonstances moins aiguës, mais quand même? Ça va être tenté, ça l'est déjà, mais ça va être extraordinairement difficile. Si vous voulez, Emmanuel Macron n'a pris pas tellement de précautions à l'égard des syndicats ou de la gauche. Vous avez une certaine... Sandrine Rousseau n'a pas entièrement tort quand elle dit que la radicalité peut être payante électoralement. C'est sûr. Donc, elle l'a été pour la France insoumise. Vous avez d'ailleurs la liste de Manon Aubry a fait à peu près 10%. C'était pas écrit. Tout à fait. Vous avez effectivement un pays qui est très en colère, qui est très inquiet. Ça s'exprime de manière très différente. Mais et puis au milieu, vous avez une France qui va bien, en tout cas qui considère qu'il faut continuer à peu près pareil. Ces gens-là ne peuvent pas s'entendre. Encore une fois, c'est pas une question c'est pas rien. Et les arguments, alors là, on est dans des élections européennes, qu'un corps électoral un peu particulier. Il faut bien comprendre que il y a à peu près un inscrit sur 2 qui vote aux européennes, alors que c'est 3 inscrits sur 4 qui votent à la présidentielle. C'est pas la même chose. Et combien aux législatives? Les législatives, jusqu'à présent, on voté beaucoup, mais les dernières législatives, on a voté très peu, à peu près. On a même moins voté, je crois, qu'aux européennes. Donc, on verra bien, justement. Sauf que là, ces législatives, on va beaucoup voter. Parce que c'est pas des législatives qui suivent une présidentielle. Là, c'est vraiment, il y a une question énorme. Pour la première fois depuis longtemps. Donc voilà. Non, ce que je ne vois pas, je pense que la gauche qui était unie il n'y a pas si longtemps autour de la NUPES, ça a été un accord formidablement efficace électoralement. La gauche peut, à mon avis, réussir à peu près à s'accorder. Au fond, vous savez, quand il y avait l'union de la gauche, à l'époque de François Mitterrand, c'était quand même le parti communiste fidèle à Moscou qui était allié à un parti socialiste profondément atlantiste, en pleine guerre froide. Et pourtant, ils se sont alliés. Là, ils y arriveront. L'intérêt électoral l'emporte toujours sur tout le reste à ce niveau-là. Mais le problème, ça va être au second tour. J'insiste, au second tour, comment est-ce qu'on fait voter tous les gens qui n'ont pas voté Rassemblement National contre le Rassemblement National? Aujourd'hui, vous avez un effet de masse qui est énorme. Le Rassemblement National plus, disons, Reconquête, qui est une forme de scission en quelque sorte, eh bien, vous êtes à près de 40%. 40%. C'est absolument déterminant. Donc il y a des circonscriptions qui sont ingagnables pour le Rassemblement National ou presque, mais dans la plupart des cas, vous avez... et en face, il faudrait que, si c'était un simple affrontement gauche-droite, comme dans les années 70, vous faites 40%, François Mitterrand avait fait 43%, je crois, au premier tour de 74, il était presque sûr d'être battu, parce qu'en face, les gens étaient à peu près unifiés. Aujourd'hui, quand vous êtes à 40% et que le paysage politique est totalement émietté, ce qui est peut-être la trace d'ailleurs des clivages de la société française elle-même, eh bien, vous avez un mal fou à provoquer une coalition. Sauf si le ressort de la peur, du vote négatif est puissant. Il a été, comme je le disais tout à l'heure, en 2017, moins en 2022, et presque pas du tout aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, la dédiabolisation, la normalisation du Rassemblement National fait que constituer une coalition de second tour sur un argument strictement négatif ne peut pas fonctionner. Donc en fait, tout est ouvert. Enfin, je crois que les chances 3 semaines est ouvert. Ouais. Je pense que le RN peut pas très facilement, n'exagérons rien, mais que le RN peut avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ah, c'est possible. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez dit vous-même, non seulement. Alors la carte, vous avez dit, quand vous dites 94% des communes, la liste Bardella est arrivée en tête. Elle est arrivée en tête, mais c'est comme si elle arrivait en tête au premier tour. Ça veut dire que grosso modo, elle a fait 33-34%. Absolument. Moi, j'ai en tête autre chose. À la présidentielle, au second tour, Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour dans 18 000 communes sur 35 000. Et ça a dû encore s'étendre. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui d'une majorité absolue.
Ça se fera pas uniquement par un vote d'adhésion, ça sera aussi par l'impossibilité pour un certain nombre d'électeurs de droite pour voter pour un candidat de gauche, de gauche pour un candidat de droite, des deux pour Macron et des électeurs macronistes pour les deux autres. Donc c'est cette fracturation, cette espèce de course à l'abîme qui a été ces 2 années de second quinquennat Macron sont aujourd'hui payées très durement par la Macronie. Un rejet de Macron très 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 fort, en tout cas d'une certaine partie de la population. Mais il n'a jamais rien concédé, il n'a jamais rien négocié. Moi j'ai toujours été frappé par la manière dont ça avait été mené la réforme des retraites. Ça avait quand même des millions de gens qui étaient là-dessus. Il n'a pas cherché le moindre accord avec la CFDT qui n'était pas impossible à convaincre. Et donc cette espèce de radicalité macronienne se retourne aujourd'hui contre lui. N'oubliez pas, c'était pas j'emmerde les non-vaccinés, mais j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Oui, c'est envie qui est intéressant. Et on précise aussi que tous les textes en cours sont caducs, du coup sont remis. Notamment on pense au texte sur la fin de vie avec cette dissolution. On a Dust, André, qui nous appelle depuis Héran, 0826 300 300. Bonjour Dust. Bonjour Dust. Bonjour Sud Radio, bonjour André, bonjour à votre invité. Alors j'avais 2 petites questions. D'abord je voudrais remonter sur la dissolution de Jacques Chirac. On l'a bien fait passer pour gentil Benet à l'époque. Mais quelques temps après, Lionel Jospin s'est fait dézinguer aux élections. Donc ça quand même c'était un joli coup parce qu'il était en difficulté, effectivement il avait la majorité, c'est pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux présidentielles suivantes, la gauche elle a dégagé. Oui, et ça c'est... J'aimerais bien qu'on m'explique, c'est comment quand l'extrême droite cristallise la colère du peuple français, ce que je peux comprendre parce qu'elle a dit quand même elle est forcément faible, comment on peut espérer avoir du social dans un mouvement politique où il y a droite dans le mot? Parce que l'extrême droite c'est droite. Et quand même, vous pensez qu'il n'y a pas de social dans la droite? Oui. Allez-y, Jérôme Sainte-Marie vous répond. Je rappellerai quand même que si on fait un peu d'histoire, toutes les grandes conquêtes sociales et même sociétales d'ailleurs de l'après-guerre ont été faites sous des gouvernements qui étaient généralement de droite. Vous savez, la période où la France a été la plus égalitariste en termes de revenus et de patrimoine, ça a été sous Giscard d'Estaing. Alors c'était lié aussi à la pression sociale, etc. Et inversement, c'est lorsque la gauche arrive au pouvoir, sous Mitterrand, à partir de 83-84, que les écarts de revenus, de patrimoine s'accroissent. Et voilà. Donc, vous savez, il n'y a pas... Jérôme Sainte-Marie, on peut vous rétorquer le Front Populaire quand même, hein, qui a duré un an. Fait pas mal, oui. Qui a duré un an dans des circonstances très particulières, mais dont les éléments ont fini par se diviser assez durement, si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous avez une force. À l'époque, il y avait un mouvement syndical puissant, c'était ça qui était déterminant, en fait. Vous avez un mouvement ouvrier puissant, vous aviez une pression qui s'exerçait sur tous les gouvernements, et quand c'était la droite qui était au pouvoir, ça s'exerçait. Et puis, il y avait aussi une démarche de croissance à tout niveau. C'était le gaullisme, en quelque sorte. C'était pas réductible à la gauche et à la droite. Je crois que c'est un peu la proposition du Rassemblement national aujourd'hui, de devenir le parti de la production. C'est pas un parti de gauche, contrairement à ce que dit Zemmour, mais et c'est pas en réalité non plus un parti de droite, c'est un parti qui s'est opposé à la réforme des retraites, par exemple. Non, c'est le parti de la production, et surtout ces considérations-là, si vous voulez, aujourd'hui pour les Français, sont devenues assez secondaires, sinon d'ailleurs la gauche serait au pouvoir, sont devenues assez secondaires par rapport à cette impression d'effondrement, de délitement du pays, et c'est une impression qui est quand même validée par des chiffres du commerce extérieur, de la dette publique ou du classement scolaire dans les classements internationaux. Et je dirais aussi cette espèce de désaffection, de ne pas savoir où on est, perte de repères culturels, perte de repères économiques et compagnie. On le voit. C'est-à-dire les Français, beaucoup de Français ne savent plus où ils habitent pour des raisons. Bien sûr, mais cette dimension culturelle, je la mentionnais pas, mais elle est évidente. Elle est plus difficile à quantifier, si vous voulez, par rapport à d'autres indicateurs. Mais elle existe. Nous avons Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan dans le Var. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Sainte-Marie. Bonjour. Écoutez, je fais partie des personnes qui sont heureux que Macron ait pris cette fessée en parlant du Véron. Parce qu'on en aura le bol de tous ces gens, de toute cette arrogance, de tous ces donneurs de leçons. Il y a, et autant que de Sandrine Rousseau et autres, les gens qui votent pour M. Macron, pour Mme Le Pen ou même M. Zemmour, ne sont pas d'extrême droite, comme on veut bien le dire.
Ce sont des ouvriers, ce sont des agriculteurs, des artisans, des commerçants qui se lèvent tous les jours pour travailler, qui font tourner le pays, qui payent leurs impôts, qui payent les PV d'excès de vitesse et ainsi de suite, et qui en aura le bol. Et qui n'ont pas envie que leurs enfants dans la rue, chaque fois qu'ils sortent dans une tête, risquent de prendre un coup de couteau au cours d'une bagarre ou ce genre de choses aussi, vous voyez. Oui. Donc, et toute cette arrogance macroniste, je les entendais encore hier soir, au lieu de faire un peu profil bas, de dire peut-être que voilà, on n'a pas eu raison de ne pas écouter, ils ne parlent que par le mépris. Voilà. Et je pense que la majorité de Français d'un côté parti en ont assez de ce mépris. Tout cela suffit. Par contre, je suis inquiet de la suite des événements. Quand j'entends des gens de la France insoumise, quand j'entends Sandrine Rousseau, je me demande comment ça va se passer lorsque Marine Le Pen aura la majorité. Parce que je pense que ça va très mal tourner, cette histoire, parce que ces gens ne sont plus républicains. Ce n'est pas, comme veut le dire Macron ou la Macronie, Marine Le Pen, qui n'est pas dans l'arc républicain. C'est uniquement la France insoumise, Sandrine Rousseau et tout ce genre de personnages. Ok, voilà. Jean-Paul. Non, c'est très clair ce que vous avez dit. Jérôme Sainte-Marie, justement. Moi, je voudrais remercier l'auditeur. Je pense que c'est vraiment, je ne pourrais pas être davantage d'accord, je crois. C'est effectivement ce à quoi on assiste, c'est une force de révolte des gens ordinaires, vous savez, les gens qui effectivement dans les vraies classes moyennes, c'est-à-dire les gens qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent, qui sont actifs, qui payent des impôts, qui sont effectivement qui ont l'impression d'être particulièrement surveillés et punis. Et c'est ces gens qui tiennent le pays, c'est ces gens qu'on a vus, auxquels on a rendu hommage, même Emmanuel Macron leur a rendu hommage, mais ça s'est pas beaucoup traduit dans les actes lors de la crise du Covid et du confinement. C'est les gens qui ont été réprimés férocement au moment des Gilets jaunes, et c'est des gens qui sont stigmatisés en permanence pour leur manque de lucidité présumée, etc. Ces gens-là en peuvent plus, et ils se heurtent effectivement à une barrière de mépris. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et justement, et j'en finirai par là, en cas de victoire du Rassemblement national aux législatives, je crois, la formule peut paraître provocatrice, mais elle est sincèrement exprimée, qu'il y aura une forme d'état de grâce. Vous savez, comme l'état de grâce qui avait suivi l'élection de 1981, il y aura une forme d'état de grâce dans le pays, de ces catégories immenses de gens utiles, de gens dévoués, etc. C'est l'homme ordinaire, décrit par George Orwell ou par le philosophe Jean-Claude Michéa. La décence commune. La décence commune, absolument. Ouais. Ces gens-là se sentiront enfin reconnus et par une forme de brèche historique accéderont au premier plan. Je reprends là les mots de François Mitterrand en mai 81 quand il monte au Panthéon, et il évoque cela. Le paradoxe et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui c'est le Rassemblement national qui porte ses aspirations. Encore faut-il savoir si le Rassemblement national sera à la hauteur, effectivement, de ces attentes-là. C'est une autre question, effectivement. On va marquer une petite pause sur Sud Radio. On revient dans un instant, toujours avec Jérôme Sainte-Marie. Et puis après, on va enchaîner avec les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Comme l'a dit un tweetos, au fond, si on regarde bien les résultats des élections d'hier, les parents bourgeois, ils ont voté Macron, Hayet et Bellamy. Macron, Hayet, bien sûr, et Bellamy. Les enfants votaient entre Marion et Mélenchon. Les banlieues, les quartiers dits sensibles ont voté la France insoumise. Et puis, les salariés, etc., faut bien dire, ont voté en majorité, les salariés, employés, ouvriers, etc., ont vraiment voté Jordan Bardella. Et moi, Jérôme Sainte-Marie, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est, je ne dis pas nostalgie, mais on pense au moment, il y a de ça quand même quelques décennies, où le Parti communiste représentant la classe ouvrière faisait presque 35%, voire plus des voix. Il y a longtemps, ça, quand même. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on était déjà nés, vous et moi. Hein.
Non, enfin vous à peine, moi oui. Mais quand même, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que ce soit le Rassemblement national, considéré comme fasciste à la droite d'Adolf Hitler pendant des décennies, du temps de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui draine la majorité des voix ouvrières, salariées, classe moyenne, vous l'avez dit. Mais cette espèce de passage quand même, excusez-moi, même quelques décennies, c'est pas grand-chose. Oui, c'est quand même très différent parce que le Parti communiste avait un projet de transformation sociale radicale et faisait de la classe ouvrière l'acteur de l'histoire. Le RN, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, il prend en compte les souffrances sociales et l'utilité sociale des différents groupes, mais il n'est pas dans ce projet de transformation radicale, etc. C'est pas un parti égalitariste, c'est pas du tout la vision. Si on fait une comparaison historique, je crois qu'on est beaucoup plus proche de ce qu'a été juste après la guerre le RPF. Et ensuite l'UDR ou l'UNR, après 58, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, qu'il récupère aussitôt de larges parts du monde ouvrier, 20% je crois, qu'il prend directement au Parti communiste, et pour une grande union où effectivement les actifs sont majoritaires, un grand rassemblement fondé sur un projet nationaliste, mais quand on veut l'unité, la grandeur de la nation, on est obligé de prendre en compte également les objectifs de justice sociale. Merci Jérôme Sainte-Marie. Voilà, on a décortiqué un peu, on a autopsié ces élections. Et puis le reste, on verra comment ça se passait aux législatives. On va suivre tout cela avec vous aussi. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... On a des problèmes, on a des problèmes sociétaux. Regardez, on va quitter un tout petit peu le terrain des élections. On va pas rester là-dessus et de la dissolution. À Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Alors, le 4 juin dernier, donc il y a une semaine, à l'occasion du mois des fiertés, le passage piéton arc-en-ciel LGBT+, à la Guillotière a été inauguré. Voilà un beau passage piéton, peint sur un carrefour de petites rues dans le quartier, passage piéton arc-en-ciel, etc., a été inauguré, dessiné le 4 juin. 2 jours après, il était déjà recouvert de tags. Son inauguration, prévue samedi juin, avant le début de la marche des fiertés, n'a même pas encore eu lieu. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà, ça a fait polémique. Ce sont les élus écologistes de la ville. Ces bandes colorées avaient été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux avant même d'être peintes. Et l'annonce de l'installation de ce passage piéton, premier du genre à Lyon, à l'angle des rues Pasteur et Bonnade, entre la piscine du Rhône, la station tramway et TF1 Saint-André, a été suivi de commentaires homophobes et d'une opposition politique. Donc, des gribouillis, etc., vandales, et tout ça, voilà, vraiment des commentaires homophobes par centaines, et voilà, ça, le passage n'est pas passé. C'est quand même dommage, c'est quand même regrettable, mais en même temps, est-ce que ça dit beaucoup de choses sur les écologistes qui étaient, je le rappelle, presque 19 à 20 aux dernières élections européennes? Je parle des écologistes français qui sont à 5 aujourd'hui, à 5 sièges aujourd'hui. Il y a quand même un problème, vous voyez, je pense aujourd'hui, je ne suis pas le seul, que le sociétal et un certain nombre d'offensives wokistes, cancellistes, etc., et transgenristes, je ne sais pas si elles ont joué un rôle dans les résultats des élections européennes. En tout cas, incontestablement, les chiffres montrent que le sociétal ne remplace pas le social. C'est le moins que l'on puisse dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Flic, chanter Renaud notamment, voilà. Alors il s'est passé samedi, avant-hier, à Puy-Laurence, dans le Tarn, des heurts ont posé des manifestants contre l'autoroute A69 Castres-Toulouse et des membres des forces de l'ordre. Alors voilà, militants écologistes, toujours, contre l'autoroute A69 de Castres-Toulouse. Voilà, affrontement, etc. Un CRS a été légèrement touché par un éclat de cocktail Molotov. Et on a entendu ceci, et c'est ça qui nous a fait un peu réagir. Flic suicidé, à moitié pardonné. Voilà, c'est donc un bon flic est un flic mort, etc., etc., etc. Là aussi, ce n'est pas nouveau, ça revient encore et encore. Ce qui est quand même extrêmement plus que désagréable, c'est de se dire qu'on est incapable de s'affronter
sans souhaiter la mort de l'autre, sans invectiver, sans le traiter de tous les noms. Alors, ce n'est pas nouveau, mais franchement, est-ce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes? Bien sûr que pas. Est-ce que c'est comme ça de considérer qu'un corps de métier, la police, est considéré par un certain nombre de gens comme un clan adverse et est destiné à disparaître, en tout cas doit disparaître? Et d'un autre côté, on n'oublie pas les bavures policières non plus, notamment envers les gilets jaunes. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on ne se parle plus que par la violence. Et on verra ce que ça va donner au niveau électoral. Mais encore une fois, comme disait un certain maire de Lyon, un ancien maire de Lyon, on n'est plus côte à côte, on est véritablement face à face. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant après les infos de 13h pour le face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui François-Xavier Carayon, le consultant stratégique qui vient nous voir pour son nouveau livre Les États prédateurs, fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe. C'est publié aux éditions Fayard. Il sera avec nous de 13h jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je vous aime, femme, je vous aime. Mais oui, mais il y a des différentes formes d'amour. Différentes, très différentes. Et justement, au lendemain des élections, on a parlé beaucoup de choses, sur les stratégies électorales, etc. Les alliances, les mésalliances, les pax, les divorces. Eh bien, il y a eu sur TikTok un très joli petit moment où des jeunes qui doivent avoir entre 15 et 18 ans parlent de la place des femmes dans leur vie et surtout si demain ils se marient et quand demain ils se marient, que devront faire leurs épouses respectives. Écoutez, c'est très intéressant. Bonjour à tous, bonjour à tous. C'était Rémi en Ma femme n'aura pas le droit de voyager avec ses copines. Ma femme n'aura pas le droit de sortir après 19h. Ah ben, 19h. Quoi encore? Ma femme n'aura pas le droit de travailler dans des JD, Quick, Foot Corner, Foot Le Elle n'a pas le droit de travailler tout court, elle n'a pas le droit de travailler quoi. Ma femme n'a pas le droit d'aller dans les salles de sport mixtes. Alors là, jamais de la vie. Jamais. Voilà. Ah, dommage, vous auriez dû continuer ça. Il faut pas arrêter. Mais c'est pas grave. On n'a pas eu le temps de l'écouter, mais dans ces cas-là, vous allez jusqu'au bout du truc. C'était pas très long et ça valait en tout cas de le faire jusqu'au bout. Mais nous allons parler effectivement maintenant du face-à-face. Alors, j'attends l'annonce du face-à-face. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, l'heure de vous présenter ce face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui François-Xavier Carayon qui vient nous voir pour son livre Fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe, les États prédateurs. Bonjour François-Xavier Carayon. Bonjour. Bonjour. Alors, les États prédateurs. Moi, je voulais qu'on en parle parce qu'effectivement, on s'est dit, allez, on va faire toute l'émission sur les élections. On aura le temps de revenir, d'en parler largement puisque dans 3 semaines, ce sont les élections législatives. Donc, on a absolument tout le temps d'en parler. Maintenant, j'ai lu ce livre, j'ai reçu votre livre, François-Xavier Carayon, et c'est vraiment intéressant parce que vous racontez l'histoire de la fin de l'histoire. Rappelez-vous un peu pour ceux qui étaient déjà nés en 2000, comme ça, c'était Francis Fukuyama qui racontait que c'était fini, le capitalisme libéral avait gagné, le marché avait gagné, c'était le laisser-faire, laisser-aller. Et puis aujourd'hui, ce que vous dites, nous sommes en 2024, mais le paysage a changé, le paysage mondial a changé de façon incroyable. Et aujourd'hui, c'est la victoire, en tout cas, annoncée, déjà existante, déjà incarnée, des fonds souverains et des entreprises publiques. Les États ont repris, en tout cas, en partie le pouvoir, et c'est surtout les États BRICS et compagnie, pas moins les Européens peut-être que les autres. Exactement.
ce qui est important de comprendre, c'est que ces États-là n'ont pas du retard sur les trajectoires occidentales, européennes, etc. La fin de l'histoire, ça a touché tout le monde. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu plus tôt que ça. C'est à partir de la chute du mur de Berlin et puis 1992 pour l'article de Fukuyama. Mais à partir de ce moment-là, on se dit que le marché doit dominer, que l'État est forcément quelque chose d'un peu ringard, son rôle dans l'économie est forcément appelé à reculer. Ça va être vrai donc en Europe, mais c'est vrai aussi en Chine, où il va y avoir des vagues de privatisation massives. Ça va être le cas aussi en Inde, ailleurs en Asie. Donc le phénomène du retour de l'État dans ces pays-là, dans les BRICS, comme vous dites justement, au Moyen-Orient aussi, n'est pas la queue de comète d'un phénomène ancien. C'est au contraire une nouvelle arme qu'ils se sont forgées à partir du début des années 2000 pour l'essentiel. Alors justement, à partir des années 2000, ça s'est passé comment? Je voudrais qu'on explique un peu ce que sont, d'ailleurs pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un fonds souverain, très exactement, et comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, le terme peut paraître un peu barbare. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds souverains, c'est des fonds qui sont créés par les États, donc des véhicules d'investissement financiers créés par les États. Alors, ils existent depuis longtemps, les fonds souverains. Historiquement, ils sont nés au Moyen-Orient pour pouvoir utiliser les excédents de la rente pétrolière ou gazière, les rentes d'hydrocarbures, et les réinvestir pour préparer l'avenir, en fait, pour créer une sorte d'épargne intergénérationnelle dans ces pays-là. Or, à partir des années 2000, les fonds souverains qui avaient essaimé un peu partout ont changé de rôle et sont devenus beaucoup plus politiques. J'imagine qu'on va en reparler. Oui, alors justement, parlons-en parce qu'ils ont été utilisés par les États pour leur stratégie économique internationale mondiale. Qui a donné le là? Ça a commencé comment concrètement? Je crois que la Chine indéniablement est à la fois l'État prédateur par excellence, en puissance de feu. Le fonds souverain, par exemple, chinois, l'un des trois plutôt fonds souverains chinois, le CIC, a une puissance de 1300 milliards d'assets de sous-gestion. Donc 1300 milliards de dollars. Donc c'est évidemment considérable. Vous voulez dire que ce sont les sommes dont il a à sa disposition pour... Exactement, pour investir. Alors il se trouve que historiquement, ces acteurs-là, ils investissaient plutôt de façon domestique, c'est-à-dire sur leur propre territoire. Même s'ils investissaient aussi dans des produits financiers très classiques comme les obligations d'État américaines. Mais c'était vraiment pour des objectifs domestiques, nationaux. Et puis ils ont commencé à investir à l'international de façon croissante. On a vu ça monter, ou plutôt on l'a pas vu ça monter au cours des années 2000 et 2010, si bien que maintenant on peut considérer que les fonds souverains investissent à 70% en dehors de leurs propres frontières. Et ils investissent dans le fond, ils ciblent deux types d'actifs. Soit ils ciblent des actifs, c'est-à-dire des entreprises industrielles, et là le but c'est de récupérer des technologies de pointe, des savoir-faire, des expertises. Donc ils achètent ces entreprises. Ils achètent des entreprises. Je peux vous donner un exemple, parce que dans ce sujet, vous savez, on a toujours l'impression, on a en tête l'affaire Alstom, rachetée par l'américain General Electric. Oui, mais quand même, c'est pas une mince affaire. C'est une affaire centrale, mais disons que ces investisseurs étrangers, ils investissent pas que dans les cathédrales de l'économie européenne, ils investissent aussi dans les petites églises de campagne, si je puis dire, c'est-à-dire les PME, les ETI, etc. Et ça passe complètement sous les radars. Et pourtant, ça a un impact, surtout de façon agrégée. C'est vrai, par exemple, on va à Bordeaux, à Saint-Émilion, etc. Le nombre de vignobles qui ont été achetés par les Chinois est impressionnant. Exactement. Ouais. Et ça touche malheureusement aussi des secteurs encore plus stratégiques que l'industrie vinicole. Donc, je peux vous donner un exemple, par exemple, dans le Tarn, un endroit qui peut parler à nos auditeurs. Une petite entreprise qui s'appelle FCT, qui est une pépite industrielle, ou qui était une pépite industrielle, spécialisée dans les valves industrielles. Ils avaient un savoir-faire inégalé dans le monde. Ils avaient un carnet de commandes qui était plein au début 2020, au moment du Covid, mais pour des raisons que tout le monde peut bien comprendre, un problème de trésorerie lié à la crise inflationniste et au Covid. Les banques refusent de leur prêter. Un Chinois se présente, un investisseur chinois, en réalité une société immatriculée dans un centre financier offshore. Oui. Derrière cette société offshore, il y a un investisseur chinois. Cet investisseur chinois rachète FCT, l'industriel tarnais. Évidemment, Bercy ne dit rien. Alors, quand les magasins Carrefour sont menacés d'être rachetés, vous savez, par les Canadiens Couche-Tard, là, Bruno Le Maire monte au créneau, comme si d'une certaine manière, les supermarchés allaient être délocalisés au Canada, ou que le savoir-faire de nos magasiniers allait être volé. Mais là, Bercy ne dit rien dans ce cas de ce petit industriel tarnais. Et 2 ans après, l'investisseur chinois claque la porte. Et on retrouve 200 employés sur le carreau, leur famille sur le carreau, et le savoir-faire parti en Chine.
Et donc, c'est ça. C'est-à-dire en fait, les Chinois ont récupéré la mécanique, comment on le fait. Exactement. Et puis les autres... Mais, alors justement, non mais, comment on laisse faire ça François-Xavier Carayon. Comment il se fait, et ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas Macron spécialement, il y a eu des décennies et des décennies, mais comment ça se fait? Ils ne sont pas entourés, les princes qui nous gouvernent? Comment ça se fait qu'on laisse passer ça? C'est effectivement, j'allais dire c'est un peu mystérieux. Effectivement, ça date pas d'hier, donc c'est pas un phénomène propre à Emmanuel Macron. Tout à fait. Ça fait maintenant une trentaine d'années que le phénomène grandit dans l'ombre. Il y a eu quelques lanceurs d'alerte au début des années 2000. Arnaud Montebourg a été assez courageux dans l'affaire contre Alstom en 2014. À droite, on a aussi des gens comme Olivier Marleix. Donc les quelques lanceurs d'alerte sont assez on peut les retrouver de façon transpartisane. Oui, on les a reçus d'ailleurs, tout à fait. Mais à votre avis, il y a eu quoi? Il y a eu une espèce de négligence, parce que ce qui est très étonnant, vous parlez de l'affaire Alstom, vous parlez de toutes ces affaires, mais je voudrais qu'on revienne, vous avez commencé par le port du Pirée, le fameux port Greb du Pirée, les enfants du Pirée, tout le monde connaît ça, et racheté par les Chinois. Or, effectivement, d'un côté pour la Grèce c'était important, sinon et c'était fichu. Mais au fond, est-ce que c'est une question de puissance économique qui se transforme en puissance politique? Est-ce que c'est ça le rapport entre la politique et l'économie là-dessus, hein, sur ces problèmes-là, des États prédateurs? Le port du Pirée, c'est un exemple très intéressant. C'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des prédations qui étaient de nature économique, c'est-à-dire le but, c'était d'aller chercher nos meilleurs atouts industriels, technologiques. L'exemple que vous prenez avec le port du Pirée, c'est plutôt le type d'investissement qui a une nature géopolitique. C'est-à-dire, en prenant le contrôle de ce port-là, la Chine acquiert une capacité de menace sur cette infrastructure évidemment critique, puisqu'on a une quantité de marchandises qui transitent par les ports. Ce qui est plus intéressant, et ce que j'explique dans le livre, ça a été le résultat de mon enquête, c'est qu'en réalité 14 ports européens sont passés sous pavillon chinois, 14 ports. Donc 14 ports, oui, il faut raconter ça. Exactement. Aujourd'hui, à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, oui. Un peu partout dans le sud de l'Europe notamment, mais aussi un peu dans le nord de l'Europe. Par exemple, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est Bilbao, c'est Valence, etc., où les terminaux stratégiques ont été rachetés souvent par des entreprises publiques chinoises, pas des entreprises privées, et on pourra aussi revenir là-dessus. Et évidemment, ce qui est important, c'est que c'est pas qu'un investissement financier, c'est-à-dire que dans la majorité de ces cas, pas tous, mais dans la majorité de ces cas, les Chinois ont ensuite placé à la tête de ces entreprises des opérationnels chinois qui étaient parfois passés par le Parti communiste. Et donc ils sont vraiment allés en capacité après d'exercer une menace, peut-être implicite, hein, mais oui, une menace de sabotage, de blocage, etc. Et quand on voit par exemple l'opposition que la France ou l'Europe peut avoir sur la question de Taïwan, entre la Chine et Taïwan, eh ben, est-ce que demain on sera encore en capacité, ou est-ce qu'aujourd'hui on est déjà en capacité de se lever contre la Chine, par exemple si la Chine envahit Taïwan, alors même qu'un certain nombre de nos infrastructures critiques sont passées sous contrôle chinois. Alors justement, ces entreprises publiques, on en parlait, on va en parler tout de suite après cette petite pause, mais je voudrais qu'on explique cet extraordinaire changement, presque mutation entre, il y avait l'État, effectivement, on disait mais laissez faire le privé et tout ça, et aujourd'hui au contraire, ce sont les entreprises publiques qui reprennent non seulement du poil de la bête, mais qui reprennent l'initiative. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Avec vous évidemment 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions à François-Xavier Carayon qui est notre invité jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On en parle très peu, on n'en parle pas assez. Et ce serait un sujet pour les élections, vraiment. Les États prédateurs. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? François-Xavier Carayon a écrit un livre passionnant là-dessus, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et alors, vous avez commencé à nous donner des exemples, François-Xavier Carayon, notamment le port du Pirée, des ports d'Europe. Et là, hors antenne, vous nous parlez aussi d'une entreprise pharmaceutique, en tout cas d'une filiale qui est en train, justement, d'être achetée. Ouais, Biogarant, qui est une filiale du laboratoire Servier, est en ce moment courtisée de très près, si je puis dire, par deux groupes indiens.
qui avait déjà racheté des entreprises pharmaceutiques à la fois en France et en Allemagne ces dernières années. Biogarant, pour bien comprendre, c'est le leader des médicaments génériques en France. C'est un médicament sur 8. Et c'est l'ibuprofène, que tout le monde connaît bien. Le groupe fait vivre 8500 personnes à travers, avec ses sous-traitants, etc. Mais 8500 personnes en France, juste en France. Ah, en France, et encore beaucoup plus en Europe. D'accord. Donc il y a vraiment un poids en termes d'emploi national qui est très significatif. Et donc Biogarant pourrait être acheté par ces investisseurs indiens. Alors le gouvernement a commencé à dire que peut-être il pourrait s'opposer à un rachat. En réalité, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont repoussé ce qu'on appelle les lettres d'intention, c'est-à-dire le processus de vente. Ils l'ont repoussé à après les élections européennes. Dit-on a priori pour pas créer un peu de choc ou de remous et de faire gonfler un peu plus le Rassemblement national avant les élections. Je suis pas sûr que ça aurait pu être pire, mais bon. Donc ils ont repoussé le processus de vente. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est quand même assez inquiétante parce que en novembre dernier, le gouvernement, par exemple, Bercy, a donné son feu vert au rachat d'autres entreprises pharmaceutiques exactement du même type, comme l'entreprise Cenexi. Et donc aujourd'hui, on se demande est-ce que le gouvernement va réagir enfin ou pas, sachant qu'on a cet enjeu évidemment en matière d'emploi, dont on vient de parler, mais aussi un enjeu stratégique, parce que vous vous rappelez, pendant le Covid, on était au début d'une pénurie de paracétamol, qui a jamais été complètement jusqu'au bout, parce qu'il y avait des alternatives, mais Biogarant, dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre de ces médicaments, il n'y a pas forcément d'alternative. Donc ça veut dire que demain, si les investisseurs indiens mettent la main sur Biogarant, ils vont évidemment à terme utiliser les principes actifs indiens, c'est-à-dire ils vont faire fabriquer les médicaments en Inde ou ailleurs en Asie, puisque c'est 2 fois moins cher. Bien sûr. Et donc on n'est pas sûr de pouvoir avoir un approvisionnement en cas de pénurie demain, comme ça a été le cas pour le paracétamol. C'est-à-dire que ça ouvre, mais d'ailleurs le paracétamol était déjà en Chine, rappelez-vous, ils sont tout envoyés en Chine. Exactement. On se disait voilà, c'est fini, ça ne sert plus à rien, nous on est dans le tertiaire. Est-ce que ça n'a pas été quand même deux choses, François-Xavier Carayon? Est-ce que ça n'a pas été une espèce de politique qui consistait à dire écoutez, nous, la désindustrialisation, parce que c'est ça aussi, j'ai de votre livre, c'est que les États prédateurs nous entourent. C'est pas nous les États prédateurs en ce moment. On l'a été, mais enfin on ne l'est plus pour le moment. Enfin, je ne sais pas si il faut que ça change ou pas. Mais ces exemples-là, il y en a des centaines, d'après ce que vous me dites. Il y en a des centaines. Ce qui est très difficile, c'est pour ça d'une certaine façon que j'ai écrit cette enquête, c'est que les Américains, quand ils attaquent l'Europe, quand ils attaquent les entreprises européennes, dans le fond, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire que c'est des entreprises privées, on les voit venir, j'allais dire, de loin. Alors pendant longtemps, on n'a pas réagi, et c'était dramatique. Aujourd'hui, on commence un peu à réagir et c'est trop timide. Ce qui est nouveau dans le phénomène que j'essaye de mettre en lumière, c'est que les fonds souverains et les entreprises publiques, lorsqu'elles viennent du monde en développement, c'est-à-dire d'Asie, du Moyen-Orient, des émergents, exactement, elles le font dans une forme d'opacité. C'est-à-dire que les outils dont je parle, ces investisseurs-là, ils investissent rarement en direct, ils investissent souvent à travers des cascades de sociétés d'investissement. Et si bien que c'est très difficile de savoir qui investit dans nos entreprises, qui est le réel actionnaire. Ces sociétés d'investissement ne donnent pas forcément les origines de leurs fonds, les origines nationales de leurs fonds. Exactement. Et j'ai décrypté plein d'opérations d'investissement où on avait l'impression que une société, par exemple luxembourgeoise ou allemande, rachetait une entreprise française. En réalité, derrière la société luxembourgeoise, il y avait un paradis fiscal. Derrière le paradis fiscal, on retrouvait une entreprise privée chinoise. Derrière l'entreprise privée chinoise, on retrouvait une entreprise publique chinoise. Et derrière l'entreprise publique chinoise, il y a la mainmise du Conseil des affaires de l'État. C'est les poupées russes, quoi. Il y a à double fond, triple fond, quadruple fond. Exactement. Si bien que quand on parle, par exemple, des investissements directs étrangers en Europe, et que le gouvernement, par exemple, présente, les États-Unis ont plus investi en Europe, l'Asie est en recul, etc. La moitié de ces chiffres-là sont faussés, puisqu'en fait, on connaît qui est le dernier investisseur, mais on n'en remonte jamais la pyramide. Et donc, c'est tout un travail d'enquête pour aller comprendre qui investit derrière et surtout quel est son projet. Et dites-moi, qui détient? Il n'y a personne, alors en fait, ne détient les secrets de la pyramide, parce que tous ne font pas votre enquête. Est-ce que l'État, les responsables de l'État, connaissent les origines, ou au fond non, ils disent bon, tel se présente, on fait, on ne fait pas, on vend ou on vend pas? Oui, ils connaissent en partie, c'est-à-dire dans les cas qu'ils ont à traiter, sur lesquels ils essayent d'investiguer pour savoir s'ils vont filtrer, c'est-à-dire bloquer ou pas l'investissement, ils peuvent remonter ces chaînons dans la structure d'investissement. Mais dans de nombreux cas,
d'une certaine façon, la sonnette d'alarme n'est pas tirée, puisqu'on ne sait pas que ce sont derrière, il y a un investisseur public chinois, coréen, singapourien, indien, etc. Et donc, d'une certaine façon, Bercy ne fait rien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dispositif de filtrage en France, qui s'appelle le dispositif IEF, donc qui est logé à Bercy, et qui filtre quand même un certain nombre. Il examine IEF pour investissement étranger en France. D'accord. Il regarde un certain nombre d'investissements. Là, le bilan est sorti la semaine dernière. Donc, il y a 200 ou 300 investissements qui ont été regardés de près. Mais comme vous dites, c'est faussé, puisqu'on ne connaît pas les origines. C'est faussé pour partie. Et surtout, il y a un certain nombre d'investissements qui ne sont pas scrutés du tout. Parce que le dispositif français, il regarde les investissements qui sont une menace à ce qu'on appelle dans le droit français, donc la défense nationale, l'ordre public ou la sécurité nationale. Donc en clair, une entreprise d'armement, il y aura plus de chances qu'elle soit filtrée. Mais toutes les entreprises, comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, les petites pépites industrielles qui sont rachetées, celle du Tarn ou même celle de Biogarant. Exactement. Ces entreprises-là, elles sont pas toujours examinées par les services de Bercy, parce que dans le fond, elles contribuent juste à notre prospérité collective, à notre richesse, à notre emploi, etc. Et donc, elles sont jugées comme non stratégiques par le gouvernement. Très intéressant, on va suivre ça et on va en parler justement, on va parler de votre génération par rapport aux ambitions de vos prédécesseurs. 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions à François-Xavier Carayon qui est notre invité jusqu'à 14h avec André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et dans tous ces états prédateurs, comme dit François-Xavier Carayon dans un livre qui vient de paraître chez Fayard. Je vais vous citer justement au début de votre livre, vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites « Le défaut de transparence entretenu par les investisseurs publics, on en parlait, contribue à invisibiliser leur prédation. Mais reconnaissez-le, nous ne sommes pas nous-mêmes Européens exempts de toute responsabilité. » Paralysés par notre conception irénique des relations internationales et par la peur de se couper de la manne précieuse des capitaux étrangers, nos dirigeants s'accrochent à tout prix à l'ouverture de nos marchés. Très bien, ouvrez. Il dit alors quoi? Il dit c'est oublier que de nombreux États extra-européens, donc ces États, réussissent à combiner activité et production. Alors la faute est-elle aux politiques, aux technocrates? Un peu facile. En France, nous ne pouvons pas ignorer que le caste journalistique et intellectuel, minoritaire dans l'opinion mais influente auprès des décideurs, s'est transformé en chienne de garde de la mondialisation libérale. Et alors, vous citez notamment, par exemple, l'Express. Il dit, voilà, par exemple, si on dit que, voilà, c'est bien de vouloir quand même savoir un peu ce qui se passe, d'être un peu protectionniste. Alors le mot fait hurler comme un protectionniste, mais enfin l'ouverture au monde est une chance pour la France, et gare aux mauvais coucheurs, car de l'actuel social-nationalisme aux autres combinaisons de ces deux mots, suivez mon regard, le passage est possible. C'est l'Express qui dit ça. Oui, c'est le chantage au fascisme, comme on l'a vu dans... La réduction ad Hitlerum. Exactement, comme on l'a vu dans d'autres domaines. Ce qui est assez dramatique, c'est que ces gens qui, pendant 20 ans, nous ont expliqué que le marché globalisé était formidable, c'était une source d'opportunité pour tout le monde. La mondialisation heureuse, oui. Exactement, cher à Alain Minc. On aimerait que ces gens-là rendent des comptes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit tous qu'ils se sont trompés, on voit tous qu'ils ont laissé grandes ouvertes les portes de l'économie européenne et française. Et ces gens-là paradent encore sur les plateaux. On a Jacques Attali qui disait en novembre dernier sur un plateau de télévision du service public, je crois, que l'Europe était ouverte à toutes les prédations étrangères. Mais on croit rêver. Il nous a écrit l'inverse pendant 20 ans ou 30 ans, et aujourd'hui il semble se réveiller en donnant une énième leçon de sagesse. Mais alors justement, est-ce que cette leçon ne devrait pas être donnée aussi en partie à votre génération François-Xavier Carayon, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que, bon, énormément, et on peut le comprendre, hein, on n'a pas jeté la pierre, c'est pas un jugement moral, mais que beaucoup, effectivement, tous les bacs plus 5, plus 10, plus 15 se précipitent vers les fusions-acquisitions, vers le droit des affaires, etc., et effectivement travaillent pour des entreprises qui achètent, qui au nom des États prédateurs.
Oui, vous avez raison. Dans le fond, la génération de mes grands-parents et peut-être presque jusqu'à la génération de mes parents, les gens qui sortaient des grandes écoles, des formations d'élite, ils partaient dans l'industrie et ils allaient contribuer pas seulement au développement économique national, mais aussi à sa puissance, à sa souveraineté, à son indépendance, que ça soit sur le terrain du numérique, du nucléaire, de l'aéronautique, etc. Ils contribuaient à notre puissance. Et puis il y a eu un changement générationnel à partir des années 80 et c'est devenu plus chic d'une certaine façon de travailler chez McKinsey, chez Morgan Stanley, chez Baker McKenzie et de participer aux ce qu'on appelle les deals dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les grandes opérations d'investissement. Les grandes opérations, ouais, exactement. Et c'est évidemment parce que c'est plus rémunérateur, mais aussi parce que d'une certaine façon, à mon sens, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie économique a perdu une forme de patriotisme. Le patriotisme est devenu ringard. Et à l'échelle européenne, il est cosmétique. C'est-à-dire, on veut bien s'afficher comme européen de cœur, mais oui, tant que ça tape pas au portefeuille d'une certaine façon. Ça. En fait, on salive européen, mais le portefeuille est bien international et mondialisé. Exactement, et c'est assez dramatique. Alors, d'une certaine façon, c'est aussi un mea culpa de ma part, mais c'était pendant 10 ans, pendant un peu moins de 10 ans... Vous êtes consultant en stratégie. Exactement. Ouais. Alors, le mot veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'en clair, on accompagne des dirigeants de grandes entreprises dans toutes leurs décisions stratégiques, et au quotidien, malheureusement, quand on travaille pour des entreprises françaises ou européennes, les grands groupes, on essaie de réparer ce qui est encore réparable en optimisant les coûts, les prix, etc. C'est pas toujours très glorieux. Et aussi, on contribue à vendre les bijoux de famille, c'est-à-dire ce qui a encore un peu de valeur. Et malheureusement, ça va plus souvent dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire c'est plutôt vendre des entreprises européennes à l'étranger que l'inverse. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez en tout cas la franchise et le courage de le dire. Je trouve que quand même c'est tout à fait étonnant que, encore une fois, on revient aux politiques, que les politiques ne donnent pas, justement, ne rendent pas plus. Il est tout à fait normal que quelqu'un a envie de gagner sa vie et a envie de prospérer, et qu'il ne donne pas, justement, le pouvoir d'attraction et d'attractivité. Et on revient, moi je voudrais quand même que vous me disiez, même si on en a beaucoup parlé, quel est votre sentiment à vous sur l'histoire d'Alstom, sachant que nous rachetons aujourd'hui, que le gouvernement français, enfin l'État français, rachète les turbines Arabelle, qu'il va payer presque le double du prix qu'il a vendu, et que les turbines Arabelle restent sous contrôle américain, quand même. Voilà. Et ça vous réagissez comment, vous, François-Xavier Carayon? Oui, il y a une dimension un peu pathétique dans cette affaire. En fait, tous les outils de la guerre économique ont été utilisés dans cette affaire. Alors, reste à savoir si ça a été fait de façon parfaitement coordonnée par le gouvernement américain. Là, je laisse ça aux spécialistes. Mais en clair, Alstom avait été affaibli financièrement par ce qu'on appelle dans le jargon l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire la capacité des États-Unis à imposer leurs droits et donc à sanctionner financièrement. C'est ça. Pour comprendre pour les auditeurs aussi, dès qu'on agit en dollars, dès qu'on deal en dollars, les Américains ont un droit de poursuite et un droit de surveillance dans n'importe quelle partie du monde. Exactement. Le Department of Justice, le DOJ, peut intervenir. En réalité, c'est même pas seulement quand on deal en dollars, mais c'est aussi s'il y a une filiale du groupe aux États-Unis et plein d'autres conditions comme ça. Donc c'est plutôt ceinture bretelle, si je puis me permettre l'expression. Et de fait, on pourrait se dire un peu naïvement, très bien, l'extraterritorialité du droit américain, ça veut dire qu'il va y avoir une harmonisation juridique, les mêmes normes de bonnes pratiques anticorruption vont être imposées partout. Mais ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont imposé cet outil, à des fins politiques, c'est-à-dire pour déstabiliser des groupes et ensuite les racheter. Alors, on peut pas, ça semblerait complotiste de dire qu'ils l'utilisent pour racheter des groupes. Il se trouve que très régulièrement, cet outil et ces sanctions financières sont utilisées juste avant de racheter des groupes. Donc évidemment, on se pose des questions. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, je crois que ça représente les sanctions 50 milliards en Europe depuis 2010. Donc c'est pas une paille. 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars. C'est quand même pas mal, oui. Oui, et que certains laboratoires ont été d'ailleurs effectivement avec certaines banques. La BNP, Airbus, etc. Les grands fleurons, les grands noms de l'industrie française et européenne. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, vous en parlez aussi, est-ce qu'il y a une politique européenne de se prémunir, en tout cas, ou contre les prédateurs, ou au contraire, c'est welcome, open bar et maison de passe? C'est une très bonne question. Alors l'Europe, sur le papier,
s'est doté d'un dispositif de filtrage, mais qui est très fragile à ce stade, c'est-à-dire c'est un partage d'informations entre les différents États membres sur des bases volontaires. C'est-à-dire que l'Italie peut nous dire il y a tel investisseur étranger qui s'intéresse à telle entreprise chez vous ou à telle entreprise chez nous, mais qui a une filiale chez vous dans le sud de la France. Bon, donc ça c'est le dispositif de filtrage. Vous reconnaîtrez que ça paraît assez léger. Ensuite, il y a une jurisprudence européenne qui, pour le coup, a une influence très importante chez nous. Cette jurisprudence, elle dit qu'on n'a pas le droit, en France, comme dans les autres États membres, de se protéger contre les investissements qui menacent nos intérêts économiques. Donc s'il y a un investissement étranger qui menace notre sécurité nationale, là on peut se protéger techniquement. Donc s'il y a une entreprise d'armement qui est rachetée, on pourrait en théorie se protéger. Si c'est une entreprise qui est juste un savoir-faire, la Commission européenne et la jurisprudence communautaire interdit la France de filtrer l'investissement, de bloquer cet investissement-là. Ah, attendez, c'est fondamental ça. C'est-à-dire, par exemple, je vais très loin. Si par exemple un gros fonds souverain, etc., s'intéresse à Michelin, je prends exprès, et Michelin, c'est pas Défense nationale, c'est pas etc. Ils peuvent pas s'opposer, c'est-à-dire. Oui, je pense que Bercy. J'ai pris exprès, évidemment. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus l'entreprise, plus c'est gros et plus c'est visible, plus Bercy pourra dire non, mais là il y a un enjeu de sécurité publique parce que sinon il y aura plus de pneus, j'en sais rien. C'est ce que je veux dire. On peut toujours trouver une explication. Mais techniquement, dans tous ces secteurs-là, et c'est pour ça en réalité que beaucoup d'entreprises continuent d'être vendues, dans tous les secteurs stratégiques mais qui sont pas liés directement à la sécurité ou à la défense, on peut les opérations sont permises. Et ça, juste un point, c'est important. Au Canada, en Australie, aux États-Unis, on filtre ces investissements-là. C'est-à-dire dans le reste du monde libéral, on s'autorise à se doter de ces protections. Exactement. Pas en Europe, c'est quand même fondamental, c'est hallucinant. En tout cas, ça fait réagir André au 0826 300 300. On a Lila qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour. Merci Monsieur Berkoff. Vraiment, grâce à vous, on a des sujets complètement intéressants et différents, et surtout on apprend des choses. Merci. Et qui confirment ce que l'on pense. Oui, moi j'ai plusieurs questions. Ma première question, c'est d'abord pour Biogarant. Ce que j'ai appris, j'étais en train de me dire, mais pourquoi les pauvres pharmaciens ont fait un jour de grève pour informer qu'on risquait d'avoir des pénuries de médicaments? Comment se fait-il qu'on n'a pas eu tous ces médecins qui sont venus sur les plateaux, comme ils l'ont fait pour Pfizer, à part que là, il fallait vendre du produit américain? Pourquoi ils ne sont pas venus sur les plateaux pour dire, voilà, on va être en pénurie, et voilà ce qui se passe pour Biogarant? Pourquoi est-ce qu'on n'éduque pas les Français, ou on n'informe pas les Français, les journalistes ne font pas leur travail? Un exemple, pourquoi est-ce que, par exemple, on n'éduque pas les Français à avoir cette culture au lieu de penser qu'à leur assurance vie, d'investir dans des entreprises locales qui pourraient être aidées, et notamment la jeune génération, l'éduquer à tout ça, et surtout que ça va coûter cher, parce que si la technologie, si le savoir-faire s'en va, arrivé à un moment, si on en a besoin à nouveau, il faudra repayer, alors que ça a été en France que les années de recherche qui ont été faites. Et une chose que je dis à des tas de gens depuis des années, quand les Chinois, excusez-moi, je parle des Chinois, quand les Chinois investissent, au départ, eux, ils se contentent un peu comme pour l'Afghanistan, attendre que tout le monde fait le boulot et après, eux viennent récolter. Donc après, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont nuisibles, parce qu'après, ils installent des personnes de la population chinoise qui remplacent les emplois. Alors que, vous comprenez, donc c'est une perte qui est double, triple. Ok Lila, merci. François-Xavier. Je pense qu'effectivement, les gens en France, en Europe, se rendent pas toujours compte, et vous avez raison, il y a un problème de compréhension de ces enjeux-là. Alors, on va pas culpabiliser les honorables citoyens, c'est-à-dire que c'est des sujets techniques, et la responsabilité, c'est évidemment celle de nos élites politiques, intellectuelles, de nous donner la bonne grille de lecture et de nous éclairer sur les dangers. Le problème, c'est que, dans le fond, ces sujets-là, ils ont été méprisés pendant 30 ans. Moi, au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis posé des questions, parce que je me suis dit, cette thèse, la thèse qui est un peu la thèse d'Arnaud Montebourg, défendue il y a une dizaine d'années, cette thèse, elle est ringarde, et elle est intellectuellement pas très valorisante. On se dit, attention, méfiez-vous, vous vous rendez pas compte. Vous allez faire du patriotisme et du souverainisme. Exactement. Encore. Et dans le monde économique, vous voyez, dans les banques d'affaires, les cabinets d'avocats, etc., ça fait pas très chic de s'intéresser à ces sujets-là. Vous voyez, c'est pas pro-business, comme on dit. Et donc les gens osent peu tirer la sonnette d'alarme, je crois. Et effectivement, les gens sont pas informés derrière des menaces potentielles. Alors,
Il faut pas penser que tous les investissements étrangers sont des menaces en soi. Non, on a besoin des capitaux étrangers, il faut pas se tromper. On a besoin aussi de se doter des moyens d'arbitrer entre les investissements qui nous profitent et ceux qui nous appauvrissent ou nous asservissent. C'est pas la même chose. Je crois que non, c'est frappé au coin du bon sens. Esteban ? Philippe nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, monsieur Carayon, bonjour. Oui, alors j'aimerais juste un premier temps apporter un petit témoignage et une question. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la société Cabanon, dans le Vaucluse, était une coop qui était spécialisée dans la transformation de tomates. Ouais. Elle a été rachetée en 2004 par une société chinoise. Alors, figurez-vous, drôle ou pas drôle, on le prend comme on le veut, c'était dirigé par un colonel ou lieutenant-colonel de l'armée chinoise. Et ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Alors, il s'était engagé à garantir une production, enfin, avec les producteurs locaux de 60 000 tonnes. Ça s'est jamais fait. Résultat, en 2012, ils ont pris leurs claques et leurs affaires. Ils sont partis transformer le concentré, parce que c'était du concentré de tomates, en Asie. Pour retour en France et en Europe. Alors moi, je voudrais poser une question à M. Carayon. Pourquoi y a-t-il plus de grands ministres, ou plutôt de grands ministères au plan, comme sous le général de Gaulle? Parce que bon, il y a la Startup Nation, mais bon, encore faut-il savoir distinguer entre un marteau et un clou, et un marteau à débosser. Pourquoi effectivement les grands ministères, enfin je ne sais pas si c'est le plan François-Xavier Carayon, mais effectivement, d'ailleurs vous avez raconté, effectivement c'était des sociétés qui ont été rachetées, ils prennent le savoir-faire et ils s'en vont. C'est ce que vient de raconter notre ami. Techniquement, il y a un commissaire au plan, je crois que c'est François Bayrou. Oui. Alors bon, effectivement, il n'a pas l'air de mettre ces sujets-là au centre de ses préoccupations. Pourquoi dans la classe politique il n'y a pas une conscience plus fine de ces enjeux? Je pense que c'est un problème culturel et idéologique. Il y a toute une génération, pardon André, mais votre génération qui était moins intéressée par ces problèmes-là. Je crois, mais et à tort. Il faut la remettre en perspective, c'est-à-dire que je pense que le cadre idéologique dans lequel vous avez grandi, c'est aussi celui de la fin de la guerre froide, c'est-à-dire l'affrontement contre les soviétiques, et donc le libéralisme était vu aussi comme le contrepoint naturel face aux soviétiques. Et le problème, c'est qu'il faut tourner une nouvelle page, c'est de se dire en fait le marché n'est pas qu'un vecteur d'opportunité, c'est un vecteur d'opportunité, mais c'est aussi potentiellement un vecteur de menace. Et donc et se mène sur ce marché-là une vraie guerre économique. Nous, il faut être en capacité de lutter à armes égales, évidemment, face aux autres nations rivales. On va marquer une toute petite pause sur Sud Radio, on revient dans un instant, puis vous aurez la parole évidemment. 0826 300 300, nous sommes avec François-Xavier Carayon jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec André Berkov et François-Xavier Carayon qui vient nous voir pour son livre Les États prédateurs, fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe. C'est publié aux éditions Fayard et nous avons Mohamed qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour à vous. Bonjour. On vous écoute Mohamed. La notion de haute trahison, il me semble qu'elle a été supprimée sous l'ère Sarkozy par une procédure de destitution. Donc aujourd'hui, un ministre ou quelqu'un du gouvernement ou de la haute administration n'est plus, enfin, on peut vraiment plus l'accuser de haute trahison. Et ça, déjà, ça me pose vraiment un problème en termes de responsabilité. Oui, vous voulez dire qu'on ne peut plus sanctionner, mais c'est un vrai problème, c'est vrai, même Mohamed le pose. C'est vrai qu'il y a un problème, alors sans parler de corruption, etc. Mais encore une fois, cette vigilance qui est, encore une fois, on ne parle pas d'aujourd'hui, hein, on parle de quelque chose qui a commencé. D'ailleurs, comme par hasard, vous dites qu'il y a 40 ans, à peu près l'époque Mitterrand. C'est comme par hasard, mais enfin bon, passons. Mais effectivement, est-ce qu'il y a après des sanctions? Moi, on va pas revenir sur Alstom, et Dieu sait s'il y aurait d'autres, Alcatel et autre chose à dire, mais est-ce que quand même qu'il y a eu, à votre connaissance, des sanctions prises, par exemple, quand on a laissé passer quelque chose qui aurait dû rester, je parle pas spécialement de défense, évidemment, de sécurité publique, qui aurait dû rester dans le giron
national. Ouais. Non, les grandes opérations que tout le monde a connues, enfin dont tout le monde a pu entendre parler, vous savez, c'est Alcatel, Péchinet, Lafarge, Alstom, etc. À ma connaissance, sur chacun de ces sujets-là, il y a jamais eu de sanctions. Après, je serais peut-être un peu moins dur que vous, Mohamed, sur la haute trahison. Je pense la responsabilité est très partagée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est très importante. Il faut mettre le doigt dessus, peut-être brutalement même. Mais la responsabilité est partagée entre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire entre les politiques, bien sûr, mais aussi entre les journalistes qui font pas le travail nécessaire. Pardon André, mais vous faites pas partie de cette caste, mais qui font pas le travail nécessaire pour éclairer les citoyens sur les menaces qui nous guettent. Et puis les intellectuels aussi. Tout à l'heure on citait Jacques Attali et Alain Minc. Et puis enfin les élites économiques, celles auxquelles j'appartiens moi dans mon métier en tout cas, et qui continuent de collaborer. Le mot est un peu fâcheux, mais qui continuent en tout cas de contribuer à ce processus sans tirer la sonnette d'alarme. Voilà, le mot est un peu fâcheux, mais pas facho. Voilà la nuance. On remercie Mohamed et on accueille Jean-Paul qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. C'est toujours avec plaisir que je vous écoute. Je voudrais parler de 2 ou 3 exemples. Bon, Péchinet dans les Pyrénées avec son usine d'aluminium de haute pureté, enfin de haute qualité, qui a été rachetée par les Chinois et qui est en train de fermer petit à petit. Donc ça fait un transfert de technologie. Ouais. Je voudrais parler aussi de l'Iran, où Peugeot a été obligé d'abandonner l'Iran. Et donc, comme par hasard, les usines Peugeot en Iran ont été reprises quelques mois après par Ford. Donc Peugeot a été obligé de partir sous peine de sanctions de millions ou de milliards de dollars d'amende. Oui. Et le 3e exemple, vous aviez un... Et donc un 3e exemple, vous en avez déjà parlé, c'est Biogarant. Donc il est probable que Macron, quand il est allé négocier donc les achats d'avions, les achats de Rafale supplémentaires par l'Inde, donc a négocié aussi tout un tas d'opérations plus ou moins douteuses. Et là, on parle. Moi, je parlerai aussi. Ouais. Non, on ne sait pas. Non, mais on peut le penser. Je parle. J'hésite pas à parler moi de haute trahison et même de corruption. Je pense qu'il y a des gens qui ont des comptes offshore qui sont grassement alimentés. Il y a des comptes offshore, François-Xavier Carayon. Chez nos responsables politiques, j'en sais rien naturellement. Mais non, je pense que ce qui est important, merci de donner des exemples supplémentaires. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le fait d'États voyous. Vous voyez, on parle pas que c'est pas que des investissements, par exemple, qui viennent de Chine. Le modèle chinois, c'est cette sorte de capitalisme d'État, de conquête, parti à la conquête des marchés internationaux. Il est en train de se diffuser un peu partout en Asie. On retrouve les mêmes outils en fait techniques que je décris maintenant se développer en Corée du Sud, en Inde, y compris à Singapour, considéré comme le pays le plus libéral au monde, qui s'est doté des mêmes outils. Alors il utilise souvent ces outils-là à des fins tout à fait classiques, de maximisation du rendement financier, comme on dit, c'est-à-dire à des fins financières, mais là aussi, ils utilisent ces outils pour construire leur puissance, et quand ils construisent notre puissance, ils créent notre impuissance. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une belle métaphore, mais effectivement, on peut se poser des questions. Mais vous revenez à une question de formation et effectivement de pédagogie, parce qu'on ne connaît pas. C'est un domaine qu'on n'aborde pas. Vous voyez, dès qu'on parle d'élections, etc., on parle d'un certain nombre de choses, très bien. Et puis là, qui est quand même très important, parce que ça signifie des emplois, ça signifie des richesses économiques, ça signifie tout cela. C'est pour ça que quand vous parlez des États prédateurs, et c'est pour ça que je renvoie au livre de François-Xavier Carayon, parce que il n'y a pas de morale en économie. C'est les intérêts. D'ailleurs, De Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Exactement. On redécouvre que les logiques de force, les logiques de puissance sont au cœur de la mondialisation. On l'avait oublié. Oui. Mais vous savez, en écoutant là les différents auditeurs, et c'est très intéressant d'avoir leur témoignage, je suis presque en train de changer d'avis. Est-ce que c'est les citoyens qui méritent d'être mieux éduqués, ou est-ce que c'est les responsables politiques qui méritent d'être mieux éduqués? Parce que vous voyez, tout le monde a conscience autour de soi, voit des industries partir la nuit discrètement comme ça. Les citoyens sont beaucoup plus au courant qu'on ne croit. Manifestement. Ouais. Sauf que les citoyens n'ont pas le pouvoir. Tout à fait. That is the question.
Merci François-Xavier Carayon. Merci François-Xavier Carayon d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Les États prédateurs, fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe. C'est aux éditions Fayard. C'est sorti depuis le 29 mai dernier. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre 12h et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.